Boyd Callahan a toujours cru que la famille était sacrée. À 52 ans, il avait bâti son empire dans la construction à partir de rien, transformant Callahan Builders en l'un des promoteurs de maisons de luxe les plus réputés de Boston. Ses mains calleuses et son visage marqué par le temps racontaient l'histoire de décennies de dur labeur. Pourtant, ces mêmes mains avaient toujours été douces avec sa famille. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La maison coloniale qu'il avait construite dans le quartier le plus huppé de Brooklyn était son chef-d'œuvre, conçu et bâti par sa propre entreprise comme un symbole de sa réussite. Cette maison de 5 chambres, avec son aménagement paysager méticuleux et ses finitions sur mesure, avait même été présentée dans des magazines d'architecture. Boyd l'avait construit pour Denise, sa femme depuis 26 ans, et leurs 2 enfants, Liam et Amber. « Papa, tu avais promis de m'aider avec ma candidature », lui rappela Liam un soir de fin août, alors que Boyd rentrait d'une journée particulièrement éprouvante sur le chantier. Boyd se frotta les tempes, laissant une trace de poussière sur son front. « C'est vrai. Pardon, ta candidature pour Boston College. On y regarde ce week-end. » Liam, 18 ans, enthousiaste à l'idée de suivre les traces de son père, hocha la tête. « Maman dit que t'es toujours trop occupé. Elle dit que t'as plus jamais le temps. » Quelque chose dans le ton de son fils fit s'arrêter Boyd. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce reproche glisser subtilement, un écho des paroles de Denise au cours de l'année écoulée. La distance entre lui et Denise avait grandi. Il blâmait l'expansion de son entreprise, le stress lié aux études de leur fils et les crises d'adolescence d'Amber. Mais Denise avait changé, elle aussi. Ses cheveux blond miel étaient désormais parfaitement méchés, sa garde-robe plus sophistiquée, son agenda social rempli d'événements auxquels Boyd n'était plus convié. Bien sûr, il avait remarqué. Mais il avait préféré ne pas affronter la signification de ces changements. Ce soir-là, en entrant dans leur chambre, il vit le téléphone de Denise s'allumer. Un message provenant de quelqu'un enregistré sous « T. Tu me manques. J'ai hâte que... » Le reste du message était masqué, mais c'était suffisant. Le lendemain, au lieu de se rendre sur le nouveau chantier à Cambridge, Boyd suivit Denise. Elle conduisit sa Mercedes jusqu'au Harbor Club, un établissement privé réservé aux membres, que Boyd lui-même avait aidé à rénover 5 ans plus tôt. Elle ne resta pas seule longtemps. Trevor Wakefield, le meilleur ami de Neil, le frère de Boyd, était là. Ce banquier d'investissement, toujours impeccable dans ses costumes griffés et avec son sourire d'ivoire, avait toujours agacé Boyd. Mais à cet instant précis, en voyant Trevor poser ses mains avec assurance dans le bas du dos de Denise tandis qu'ils entraient dans une salle à manger privée, Boyd comprit pourquoi. Au lieu de les confronter immédiatement, Boyd fit quelque chose qui allait définir sa manière de se venger, il observa. Il attendit. Et il recueillit des preuves. Pendant 2 semaines, il documenta leur rencontre, photographia leurs moments d'intimité, enregistra leur conversation à distance grâce à du matériel prêté par un ami entrepreneur en sécurité. Quand il confronta enfin Denise avec les preuves, elle ne pleura pas. Elle ne s'excusa pas non plus. Elle redressa simplement le dos et dit « Boyd, ça fait des années qu'on s'éloigne. Trevor me comprend. Il me voit. Et en 26 ans de mariage? Nos enfants? Lui aussi, il les voit ?» demanda Boyd d'une voix étrangement calme. « Je veux divorcer », répondit-elle simplement. Ce qui s'ensuivit fut une guerre. Denise engagea Maxine Duval, l'avocate spécialisée en divorce la plus redoutée du Massachusetts. Soudain, Boyd fut dépeint comme un bourreau de travail colérique, un homme qui avait négligé émotionnellement sa femme pendant des années. Le récit était si habilement construit que même Boyd, parfois, doutait de ses propres souvenirs. Mais la pire trahison fut celle de sa propre famille. D'abord sa sœur Fiona. Puis son frère Neil. Et enfin sa mère Dorothy. Tous séduits par les larmes calculées de Denise et les discours suaves de Trevor. « C'est la mère de tes enfants, Boyd », lui avait dit sa mère lors d'un dîner tendu. « Peut-être que si tu avais prêté plus attention à ses besoins, ça ne serait jamais arrivé. » Boyd regarda autour de la table, cette famille qu'il avait soutenue et aimée pendant des décennies. Et il ne vit dans leurs yeux que du jugement.
C'est à cet instant qu'une première graine de vengeance fut semée dans son cœur. Le divorce fut finalisé en mai. Denise obtint la maison, la garde principale d'Amber, encore mineure à 16 ans, et un règlement généreux. Boyd emménagea dans un appartement austère en centre-ville, surplombant le port. Là, il passait ses nuits à fixer l'eau noire, et à planifier. Chapitre 2. L'ultimatum de Thanksgiving. Octobre apporta des vents froids, et la première épreuve des dynamiques familiales post-divorce. Liam rendit visite à son père dans son nouvel appartement. Il était visiblement mal à l'aise face à la déco spartiate et l'ambiance de célibataire. « Papa, tu devrais vraiment acheter des meubles », dit-il en s'installant maladroitement sur l'une des 2 seules chaises du salon. Boyd esquissa un sourire sans joie. « Je suis rarement ici. »« Et ta mère ?» Un silence inconfortable s'installa. « Elle va bien. Elle et Trevor parlent de lancer une boîte de design d'intérieur. Maman a toujours eu un bon œil pour ça. » La mâchoire de Boyd se crispa. « Avec quel capital ?» Liam détourna le regard. « Je crois que tonton Neil investit. Et grand-mère aussi. » La trahison fut encore plus profonde. Sa propre famille finançait l'entreprise de sa femme, avec son amant. Boyd changea de sujet. Mais l'information resta plantée dans son esprit comme une écharde. Début novembre, Boyd reçut un texto de sa sœur Fiona. Thanksgiving chez maman comme d'habitude. Denise et les enfants seront là. Maman dit que tu peux venir, si tu peux rester civilisé. Pas de scandale, Boyd. Il l'appela immédiatement. Comment ça, pas de scandale? Je n'ai jamais causé de scène de ma vie. Le soupir de Fiona fut lourd de condescendance. Écoute, on sait tous que t'es encore amer à cause du divorce. Mais ça fait 6 mois, Boyd. Et franchement, Denise reste de la famille. Les enfants ont besoin de leurs 2 parents. Et maman veut tous ses enfants autour d'elle. Tu peux venir, tant que tu gardes ta bouche fermée et que tu... Et ne me fais pas encore une de tes démonstrations pathétiques de colère. La main de Boyd se resserra autour de son téléphone. Donc si je comprends bien. Mon ex-femme qui m'a trompé est la bienvenue sans condition, mais moi, je dois bien me tenir. Trevor sera là aussi, ajouta Fiona comme si c'était un détail. Il m'aide beaucoup avec le portefeuille d'investissement de maman. Boyd l'interrompit avec un rire amer. T'inquiète, je préfère encore dîner avec des inconnus qu'avec des traîtres. Les semaines précédant Thanksgiving révélèrent d'autres trahisons. Boyd apprit que Trevor rencontrait sa mère chaque semaine pour gérer ses finances. Son frère Neil et Trevor jouaient désormais au golf ensemble régulièrement. Sa fille, Amber, postait des photos sur les réseaux sociaux avec Trevor, accompagné de légendes du type « Dimanche détente avec le plus cool des presque beaux-pères ». Chaque découverte était soigneusement notée dans le carnet en cuir que Boyd avait commencé à tenir. Il ne se laissa pas aller à la rage ou à l'alcool comme certains collègues l'avaient suggéré. Il observait, enregistrait, et retenait. La veille de Thanksgiving, Boyd reçut un appel de sa mère. « Mon chéri, Fiona m'a dit que tu ne venais pas demain. »« C'est exact, maman. Je ne suis pas le bienvenu avec vos conditions. » La voix de Dorothy Callahan se durcit. « Ne sois pas dramatique. Nous essayons juste de préserver la paix. Trevor a été si généreux de son temps en m'aidant à remettre de l'ordre dans mes investissements. Tu savais qu'il avait augmenté mon portefeuille de 15% cette année. » Boyd ferma les yeux. « Maman? Tu crois vraiment à tout ça? Cet homme, qui a contribué à la destruction de mon mariage, gère désormais ton argent? » Voilà exactement le genre d'attitude que nous voulons éviter à table, répondit-elle sèchement. Ton mariage battait de l'aile bien avant Trevor. Denise m'a tout expliqué. Je suis sûr qu'elle l'a fait, dit Boyd d'un ton calme. Passe un bon Thanksgiving. Après avoir raccroché, il fit son premier vrai pas vers la revanche. Il appela Vince Moretti, un vieil ami de ses débuts dans le bâtiment, désormais à la tête d'une société de sécurité privée. J'ai besoin d'infos, Vince. Tout ce que tu peux trouver sur Trevor Wakefield, finance, passé personnel, tout. Et je veux une surveillance sur toute ma famille.
Le jour de Thanksgiving, alors que sa famille se réunissait sans lui, Boyd était assis dans son appartement austère, un plat préparé au micro-ondes devant lui. Son téléphone vibra, un message de Liam avec une photo de famille autour de la table de sa mère. Denise était assise à la place habituelle de Boyd, à la droite de sa mère. Trevor était à côté d'elle, un bras posé négligemment sur le dossier de sa chaise. Tout le monde souriait. La légende disait « Tu nous manques, papa. La famille n'est plus la même sans toi. » Boyd observa la photo attentivement, notant qui était assis où, qui souriait sincèrement, qui avait l'air mal à l'aise. Puis il répondit. « Profitez bien du dîner, mon fils. L'année prochaine, tout sera différent. Je te le promets. » Chapitre 3. Le point de rupture. 5 jours après Thanksgiving, la colère soigneusement contenue de Boyd éclata. Le déclencheur? Un déjeuner en apparence anodin avec sa mère, dans son club de campagne. « Il faut que je te parle de quelque chose, » dit Dorothy alors qu'ils terminaient leur salade. À 76 ans, elle restait élégante et vive, ses cheveux argentés impeccablement coiffés. « Je mets mon testament à jour. » Boyd acquiesça. C'était raisonnable à son âge. « Tu veux que je te recommande un avocat? J'en connais plusieurs très bons. » « Oh, Trevor m'a déjà mis en contact avec quelqu'un d'excellent, » répondit Dorothy d'un geste vague. « Mais ce n'est pas pour ça que je t'en parle. Je voulais te préparer à quelques changements. » Boyd sentit un frisson. « Quel changement? » Dorothy redressa sa serviette. « J'ai décidé de léguer la maison du lac à Denise. Elle l'a toujours adorée, et elle a promis de la garder dans la famille, pour Liam et Amber. » La maison du lac, dans le New Hampshire, était dans la famille Callahan depuis 3 générations. Boyd y avait passé tous les étés de son enfance et l'avait rénovée lui-même 10 ans plus tôt. « Tu lègues la maison de grand-père à mon ex-femme, » dit Boyd d'un ton calme, bien que ses mains tremblaient. « Elle reste la mère de mes petits-enfants, » répondit Dorothy sur la défensive. « Et franchement, Boyd, tu as déjà bien assez, l'entreprise de construction, tes placements. Denise recommence sa vie. Avec l'homme avec qui elle m'a trompé, en utilisant l'argent de la famille. Maman, tu ne vois pas ce qui se passe. Il te manipule. » Le visage de Dorothy se ferma. C'est exactement ce genre d'accusation qui détruit cette famille. Trevor a été d'une grande aide. Il a considérablement augmenté mes revenus d'investissement. « Je peux voir les relevés ?» demanda Boyd. « C'est privé, Boyd. Tu ne fais plus confiance à personne. » En partant, Boyd embrassa mécaniquement la joue de sa mère. « J'espère que tu sais ce que tu fais. » Ce soir-là, Vince Moretti appela avec ses premiers résultats. « Tu ne vas pas aimer ça, Boyd. Dis-moi. Ton frère Neil a contracté un second prêt hypothécaire sur sa maison. Près de 300 000 $. L'argent a été transféré directement à une nouvelle société appelée Porter Design. Porter était le nom de jeune fille de Denise. Le cœur de Boyd s'accéléra. Continue. Ta sœur Fiona a investi 150 000 $ de son compte retraite dans la même société. Et ta mère? Pause. Ta mère a nommé Trevor comme co-gérant de son trust. Il a maintenant autorité de signature sur tous ses comptes. Boyd resta silencieux, absorbant chaque mot. Ce n'est pas tout, ajouta Vince. Trevor Wakefield n'est pas qui il prétend être. Son vrai nom est Trevor Wilson. Il l'a changé il y a 15 ans après quelques magouilles financières douteuses en Floride. Rien qui ait mené à des accusations, mais suffisant pour qu'il cherche à disparaître. Ma famille a confié son argent à un escroc, dit Boyd d'une voix blanche. C'est ce qu'il semble. Et d'après ce que j'ai trouvé, lui et Denise se connaissaient depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. J'ai retrouvé des traces de contact sur les réseaux sociaux remontant à au moins 4 ans. Pendant 4 ans, la trahison avait eu lieu sous son propre toit. Après avoir raccroché, Boyd reçut un message de sa fille Amber. « Papa, pourquoi tu enquêtes sur Trevor? Il a dit à tout le monde que tu avais engagé quelqu'un pour l'espionner. Mamie est très fâchée. » Avant qu'il ait le temps de répondre, son téléphone sonna. C'était Liam. Sa voix était brisée par l'émotion.
papa. Qu'est-ce que t'as fait? Tout part en vrille. Maman pleure. Mamie dit qu'elle ne veut plus jamais te parler. Et l'oncle Neil menace de vous poursuivre pour harcèlement. Aide-nous, Boyd. Boyd ferma les yeux, sentant une clarté froide l'envahir. Je ne peux pas réparer ce qu'ils ont brisé, Liam, mais je peux m'assurer qu'ils paient tous pour leur trahison. Papa, tu me fais peur. N'aie pas peur, mon fils. Prépare-toi. Les choses vont changer. Ce soir-là, Boyd Callahan prit une décision qui allait bouleverser leur vie à tous pour toujours. Il ouvrit son ordinateur portable et rédigea un email à Patricia Trish Donovan, son amie de longue date et avocate. L'objet du mail, Opération Nouveau Départ. La première phase de sa vengeance venait de commencer. Chapitre 4, l'architecte de la vengeance. L'appartement de Boyd au centre-ville se transforma en salle de guerre. Les murs blancs et vides furent couverts de photographies, de documents financiers et de schémas tous reliés par des fils rouges. Au centre, une photo de famille datant de Noël, 2 ans auparavant. Tout le monde y souriait, sans savoir que dans moins de 24 mois, ils deviendraient ennemis. Patricia Trish Donovan parcourut les documents étalés sur la table à manger de Boyd, le visage grave. À 55 ans, Trish était l'avocate de Boyd depuis plus de 20 ans. Elle avait tout géré, des contrats commerciaux à son divorce. Ça dépasse la simple vengeance légale, Boyd le prévint elle en tapotant un dossier contenant l'enquête sur Vince. Tu parles de démanteler systématiquement la sécurité financière de ta propre famille. Boyd leur versa 2 verres de scotch. Ils ont démantelé ma vie. Ils ont choisi Denise et ce charlatan plutôt que le sang. Trish soupira. Les preuves contre Trevor sont préoccupantes, je te l'accorde. Mais ta mère est une adulte, elle prend ses décisions financières en toute autonomie, même si elles sont discutables. Elle est manipulée, répondit Boyd. Ils le sont tous. Quel est ton objectif final, Boyd, demanda Trish. Les ruiner? Envoyer Trevor en prison? Qu'est-ce que ça changera, à part éloigner définitivement tes enfants? Boyd marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le port de Boston. Mon objectif, c'est la justice. Ils doivent comprendre ce que coûte une trahison. Dans les semaines qui suivirent, Boyd exécuta la première partie de son plan avec une précision chirurgicale. Grâce à ses décennies d'expérience dans le BTP, il identifia un bien situé à côté de la propriété de sa mère, un manoir délabré, en vente depuis des années à cause de ses frais de rénovation astronomiques. À travers une série de sociétés d'écran créées par Trish, Boyd acheta la propriété anonymement. Ce manoir deviendrait la scène de sa vengeance. Pendant ce temps, Vince continuait de recueillir des renseignements. Boyd apprit que la relation entre Denise et Trevor montrait déjà des signes de fissure. Trevor avait été vu en train de se disputer avec Denise devant leur studio de design, et les relevés financiers montraient que leur entreprise perdait énormément d'argent principalement parce que Trevor siphonnait les fonds vers ses comptes personnels. Ils vont bientôt chercher de nouveaux investisseurs, prédit Vince. Ta famille sera leur cible évidente. Boyd acquiesça, prenant des notes dans son carnet en cuir. C'est exactement ce que j'attends. La phase suivante exigeait que Boyd paraisse vulnérable. Il organisa une rencontre, fortuite, avec son frère Neil chez leur barbier habituel, où il fit mine d'être distrait et épuisé. Tu as une sale tête, remarqua Neil, sans détour. Boyd poussa un soupir vaincu. La vie a pris des tournants inattendus. Je pense partir à l'ouest, recommencer à zéro. L'intérêt de Neil s'éveilla aussitôt. Vraiment? Et Callahan Builders? Je vais peut-être vendre, marmonna Boyd. Trop de souvenirs ici. Les rumeurs calculées se propagèrent comme une traînée de poudre dans la famille. En quelques jours, le téléphone de Boyd sonna sans arrêt, des appels inquiets de ses proches, sauf de sa mère, sa sœur et son ex-femme. Sa fille Amber vint chez lui sa première visite depuis le divorce. À 16 ans, elle avait les cheveux blonds de Denise, mais les yeux bleus intenses et le menton volontaire de Boyd. C'est vrai que tu quittes Boston? Demanda-t-elle sans détour. Boyd lui fit signe de s'asseoir. J'y réfléchis. Mais ton entreprise est ici. Notre famille est ici, rétorqua Amber avec reproche.
Tu abandonnes tout? Notre famille, répéta Boyd avec un rire amer. Celle qui m'a désinvité de Thanksgiving parce que je refusais de me taire? Celle qui finance le business de ta mère et de son amant? Amber tressaillit. Ce n'est pas juste. Maman et Trevor s'aiment. Et quand a commencé leur belle histoire d'amour, Amber? Ta mère t'en a-t-elle parlé? Pourquoi ça compte? Les gens s'éloignent parfois. Boyd observa sa fille. Trevor t'a-t-il posé des questions sur mon entreprise? Sur une éventuelle vente? La légère hésitation d'Amber fut éloquente. Il a juste dit que s'il y avait vente, il connaissait des investisseurs intéressés. Je n'en doute pas, dit Boyd doucement. Dis à Trevor que je considère sérieusement toutes les offres. En fait, j'organise une vente aux enchères le mois prochain. Tout doit disparaître. Après le départ d'Amber, Boyd appela Trish. Ils ont mordu à l'hameçon. Phase 2. La vente fut organisée avec une précision méticuleuse. Boyd vendit des meubles et des œuvres d'art de ses entrepôts, mais conserva tous ses biens significatifs. Il créa l'illusion parfaite d'un homme liquidant sa vie avant un grand départ. Durant la vente, il observa ses proches tourner autour comme des vautours. Sa mère contempla la montre de poche de son grand-père, les yeux embués. Neil examina sa collection de whisky rares. Fiona prit en photo son bureau ancien avec son téléphone. Denise arriva en dernier, Trevor à ses côtés. Elle traversa les affaires de Boyd avec un air de propriétaire, touchant les objets, estimant leur valeur. Trevor se dirigea directement vers le bureau, où des documents financiers étaient affichés de façon bien trop visible. « Tu prépares un grand départ ?» demanda Trevor d'un ton faussement désinvolte. Boyd hocha la tête. « Oui. Un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux. »« Ta famille est inquiète, » dit Trevor, posant la main sur un dossier marqué « Évaluation des actifs Callahan Builders. »« Ah oui ?» répondit Boyd avec douceur. Ils ont une drôle de façon de le montrer. Ce soir-là, Boyd reçut un appel de sa mère. « Boyd, mon chéri. Cette décision impulsive de partir. Ce n'est pas toi. Les gens changent, maman. La trahison les change. » La voix de Dorothy se durcit. Il est temps de tourner la page. On organise un dîner de famille samedi prochain, chez moi. Je m'attends à ce que tu viennes. Il est temps d'avancer. Qui sera là à ce dîner de réconciliation? Demanda Boyd, tout en connaissant déjà la réponse. Tout le monde. Neil. Sa femme Fiona, ainsi que leurs enfants Henry, Denise et Trevor. Il était temps que cette famille guérisse. Boyd marqua une longue pause. J'y serai, maman. Tu as raison. Il est temps que tout le monde fasse face à la vérité. Après avoir raccroché, Boyd contempla la maquette élaborée posée sur la table de la salle à manger, une réplique parfaite de la maison de sa mère, avec des annotations détaillées. À côté, se trouvaient les plans architecturaux pour les lourdes modifications qu'il avait prévues pour le manoir voisin. La phase 3 commence samedi, dit-il à Vince, qui téléchargeait les dernières photos de surveillance. Tout est en place? Demanda Boyd. Vince acquiesça d'un air grave. Tout, sauf toi. Une fois que tu feras ça, il n'y aura plus de retour possible. Ta famille ne te pardonnera jamais. Le sourire de Boyd était glacial. C'est le but. Ils pensent avoir vu le pire de moi. Ils n'ont encore rien vu. Chapitre 5, les titans du web. La semaine précédant le dîner de famille, Boyd accéléra ses plans. Le manoir adjacent au domaine de sa mère subissait une transformation rapide. Des équipes de construction travaillaient jour et nuit, sous la supervision de son contremaître de confiance, Miguel Santos, convaincu qu'il préparait un tournage surprise. Les spécifications techniques sont très particulières, Monsieur Callahan, remarqua Miguel en consultant les modifications inhabituelles de la salle de bal centenaire. Ce ne sont pas des rénovations standards. C'est un projet spécial, Miguel. Tout doit être exécuté exactement comme prévu. Boyd supervisait l'installation d'équipements audiovisuels de pointe, de miroirs sans teint, et d'un système de sécurité sophistiqué avec verrouillage à distance. Pendant ce temps,
Boyd cultivait son image de vulnérabilité. Il rencontra un agent immobilier dans un restaurant fréquenté par les collègues de Neil, s'assurant qu'on le voit. Il rendit visite à son médecin en se plaignant de douleurs thoraciques, une information qui ne manquerait pas de parvenir à sa mère par le biais de sa partenaire de bridge, infirmière. Il appela même Liam, d'une voix distraite et émotive, insinuant de grands bouleversements à venir. Chaque geste calculé renforçait la croyance de sa famille que Boyd perdait pied. Plus il le sous-estimait, plus sa revanche serait efficace. 3 jours avant le dîner, Boyd invita Trevor à le rejoindre dans un bar chic du centre-ville. Trevor arriva, sûr de lui, dans un costume sur mesure, poignée de main ferme. « Boyd, ravi de te voir », dit-il avec une sincérité bien rodée. « J'ai été surpris de ton appel. » Boyd fit un geste vers le barman pour 2 whisky. « Je me suis dit qu'il était temps qu'on parle d'homme à homme. Tu fais presque partie de la famille, maintenant. » Le sourire de Trevor ne toucha pas ses yeux. « J'apprécie. Denise et moi n'avons jamais voulu de conflit. »« Bien sûr que non, » acquiesça Boyd, glissant un dossier sur le comptoir. « C'est pourquoi je voulais d'abord t'en parler à toi. J'envisage l'intérêt de ton groupe d'investissement pour Callahan Builders. » Trevor ne put dissimuler sa surprise, ni son avidité. Il ouvrit le dossier et découvrit des états financiers montrant une valorisation délibérément gonflée de Callahan Builders par l'équipe comptable de Boyd. « Ces chiffres sont impressionnants, » dit Trevor en les parcourant. « J'ignorais que la société s'était lancée dans l'immobilier commercial à Cambridge. » « Acquisition récente, » mentit Boyd avec aisance. « Pour l'instant, je préfère que cette discussion reste entre nous. Les émotions familiales autour de l'entreprise sont délicates. » Trevor acquiesça avec empressement. Évidemment. La discrétion est primordiale. Ils passèrent 1 heure à discuter des détails, Boyd distillant avec soin des informations volontairement trompeuses sur les actifs de l'entreprise. Au moment de se quitter, Boyd lâcha d'un ton détaché. « J'attends avec impatience le dîner chez maman samedi. Ce sera l'occasion d'aplanir les choses. » Denise est un peu nerveuse, admit Trevor. Elle craint que tu ne mettes tout le monde mal à l'aise. Boyd lui tapa sur l'épaule. C'est du passé. Je me concentre sur l'avenir maintenant. En fait, j'apporte une annonce surprise au dîner. L'appât était lancé. Comme Boyd l'avait prévu, Trevor appela immédiatement Denise depuis le bar. Grâce à la surveillance de Vince, Boyd écouta leur conversation. Il vend l'entreprise, dit Trevor avec excitation. Sa valorisation est bien plus élevée que ce qu'on pensait. Et tu ne devineras jamais, il prépare une annonce pour le dîner chez Dorothy. Quelle annonce ? Demanda Denise, méfiante. Il ne l'a pas dit. Mais il avait l'air différent, résigné. Comme s'il avait abandonné la lutte. Boyd n'abandonne jamais, répondit Denise. Il prépare quelque chose. Tu deviens parano, la balaya Trevor. C'est un homme brisé qui liquide ses actifs avant de disparaître. C'est notre chance. Boyd sourit en entendant l'enregistrement se terminer. Denise le connaissait encore mieux que les autres. Elle avait raison de se méfier. Mais même elle ne pouvait pas imaginer ce qu'il avait réellement prévu. La veille du dîner, Boyd rencontra Trish pour finaliser les aspects juridiques de sa vengeance. Ces documents ont valeur légale, le prévint Trish en faisant glisser le lourd dossier sur son bureau. Une fois exécutés, les conséquences financières pour ta famille seront sévères. Ils ont fait leur choix, répondit Boyd en signant chaque page sans la moindre hésitation. Maintenant, ils devront en assumer les résultats. Et tes enfants ? Demanda Trish doucement. Liam et Amber sont innocents dans cette affaire. Boyd s'arrêta, le stylo suspendu au-dessus du dernier document. Personne n'est innocent. Ils ont choisi leur camp. Même mes enfants ont cru au mensonge de Denise. Le samedi matin se leva, clair et glacial. Boyd s'habilla méticuleusement d'un costume anthracite, taillé à la perfection. Dans la poche de sa veste, un petit dispositif à distance, conçu sur mesure par l'équipe technique de Vince. Il arriva au domaine de sa mère avec 30 minutes d'avance. Dorothy ouvrit elle-même la porte, surprise sur son visage. « Boyd ? Tu es en avance. »
Je pensais qu'on pourrait parler en privé avant l'arrivée des autres, dit-il en l'embrassant sur la joue. Le parfum familier de sa mère faillit ébranler sa résolution. C'était elle, après tout, qui avait pansé ses genoux écorchés quand il était petit. Et elle avait fait hâter ses réussites, mais elle l'avait aussi trahi pour les belles promesses d'un escroc. Dans le salon élégant, Boyd accepta un verre de sherry. Sublime comme toujours, maman. Tu as toujours eu un goût impeccable. Dorothy l'observa, fatiguée. Tu sembles différent aujourd'hui. J'ai fait la paix avec certaines réalités, dit Boyd en faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. La vie est trop courte pour l'amertume. Un soupir de soulagement adoucit les traits de sa mère. Je suis si heureuse de l'entendre. Cette querelle a déchiré notre famille. Oui, acquiesça Boyd. La famille, c'est tout. C'est justement pour ça que je voulais te parler en premier. J'ai pris certaines décisions pour mon avenir, et pour l'entreprise. Dorothy se pencha en avant, vivement intéressée. Trevor m'a dit que tu pensais vendre. Est-ce vrai? Le simple fait que Trevor soit mentionné dans ce contexte confirma tout ce que Boyd soupçonnait. Il esquissa un sourire fin. En réalité, j'ai exploré plusieurs options. J'ai acheté une propriété tout près, juste à côté, en fait. L'ancien domaine des Harrington. Dorothy parut surprise. Mais ce n'est qu'une ruine. Plus maintenant, répondit Boyd, énigmatique. J'y ai apporté quelques améliorations. En fait, j'espérais y organiser le dîner ce soir. Un nouveau départ, dans un lieu neutre. J'ai fait appel à un traiteur. Dorothy hésita. Tout le monde s'attend à dîner ici. Cela signifierait beaucoup pour moi, maman, dit Boyd en laissant paraître une vulnérabilité sincère dans sa voix. Une occasion de montrer que j'avance, positivement. Après un moment de réflexion, Dorothy acquiesça. Très bien. Peut-être qu'un changement de lieu créera une meilleure ambiance. Lorsque la famille arriva, Dorothy expliqua le changement de plan. Neil et Fiona échangèrent des regards méfiants, mais acceptèrent de suivre en voiture. Denise arriva avec Trevor, le visage tendu malgré une apparence toujours élégante. Liam et Amber vinrent séparément, tous deux mal à l'aise. Boyd mena la procession jusqu'à la demeure voisine, où un personnel en uniforme les accueillit à l'entrée imposante. L'intérieur, jadis délabré, avait été transformé en un palais de splendeur, lustre en cristal, sol en marbre, et des œuvres d'art dignes d'un musée. Mon Dieu, Boyd, s'exclama Neil en contemplant le grand hall. Tu as fait tout cela en un mois. L'argent fait des miracles, répondit Boyd avec aisance. Et j'avais une motivation puissante. Il les guida jusqu'à la salle de bal, où une longue table était dressée avec de la porcelaine fine et des porte-noms en cristal, chacun plaçant la famille exactement là où Boyd le souhaitait. Alors qu'il prenait place, Boyd resta debout. Avant de commencer le dîner, j'aimerais porter un toast, dit-il en levant sa flûte de champagne. À la famille, et à la vérité. Tandis que les membres de la famille levaient leurs verres, incertain, Boyd appuya sur une télécommande dissimulée dans sa poche. Dans tout le manoir, des verrous électroniques s'enclenchèrent avec de discrets clics. Des volets de sécurité descendirent silencieusement sur les fenêtres. Le piège était tendu. C'était quoi, ce bruit? Demanda Fiona, inquiète. Boyd sourit. Cela, ma chère sœur, était le bruit de la responsabilité. Chapitre 6, démasqué. Un silence pesant s'abattit sur la salle, seulement troublé par le léger cliquetis des couverts encore en suspens entre les mains des convives. Tous les regards se tournèrent vers Boyd, dont le sourire s'était figé en une expression de contrôle implacable. Trevor se leva lentement. « Qu'est-ce que tu fais, Boyd ? Ce n'est pas drôle. » Boyd ne bougea pas, ce n'est pas une blague, Trevor. Ce dîner marque la fin d'un jeu que certains ont cru pouvoir mener dans mon dos. Il sortit calmement un petit appareil de sa poche. Un projecteur discret s'alluma derrière lui, diffusant sur le mur une série de documents numérisés, des relevés bancaires, des contrats, des transcriptions de courriels. Dorothy se leva, choquée. « Boyd, qu'est-ce que... Tu vas vouloir t'asseoir pour ça, maman. » À l'écran, un tableau complexe s'afficha,
reliant les noms de membres de la famille à des sociétés écrans, des virements internationaux, et des manipulations de part de l'entreprise familiale. Au centre, Trevor. Denise pâlit. Fiona lâcha sa serviette. Liam se redressa, stupéfait. Seul Trevor tenta de maintenir une contenance. « Tu as truqué ça, dit-il, mais sa voix tremblait. Boyd s'approcha lentement de lui, presque avec compassion. « Tu m'as toujours pris pour un naïf. Tu as pensé que je me contenterais de t'éloigner. Mais ce que tu m'as volé, ce n'était pas de l'argent. C'était la confiance. » Il fit un geste, et un nouvel écran apparut. Cette fois, c'était une vidéo, une caméra cachée dans le bureau de Trevor. On y voyait ce dernier, penché sur un document, parlant à voix basse à un avocat que Dorothy reconnaîtrait sûrement. Il y était question de liquider discrètement les actifs et de faire sortir Boyd du tableau sans bruit. Le silence fut absolu. Puis Denise parla, la voix brisée, « Trevor, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Trevor resta muet. Boyd le fixa encore un instant, puis tourna les talons. Le système de sécurité est désactivable à distance, mais pas avant que chacun ici ait entendu ce que j'ai à dire. Ce n'est pas un piège. C'est une libération. Il leva les yeux vers la table. Ce soir, je vous donne tous une chance de vérité. Chacun pourra parler. Tout sera enregistré. Et à la fin, j'effacerai les dettes ou je livrerai les preuves à la justice. Un frisson traversa la salle. Maintenant, qui veut commencer? Et toi, ma sœur chérie? Tu te souviens de ce partenariat immobilier qu'on avait monté pour acheter des biens locatifs à Somerville? Tu m'as donné procuration quand tu es parti en Europe le printemps dernier. Je l'ai utilisé pour restructurer le partenariat. Tu ne possèdes plus que 5%. Le visage de Fiona pâlit. Mais ces propriétés, c'étaient mes économies pour la retraite. Tu aurais dû y penser avant de te ranger du côté de Denise, répondit Boyd, sans la moindre compassion. Et toi, maman? Ajouta-t-il en se tournant vers Dorothy, qui leva une main tremblante. S'il te plaît, Boyd, ça suffit. La maison de Brooklyn, le cottage du Cap Cod, et oui, même la maison au bord du lac dans le New Hampshire, tout a été transféré dans une fiducie irrévocable. Je suis le fiduciaire. Tu conserves des droits d'usage à vie, mais tu ne peux ni les vendre ni les léguer à qui que ce soit sans mon autorisation. Un silence abasourdi s'abattit sur la pièce. Liam regardait son père, partagé entre l'horreur et l'admiration. « Papa, tu viens de détruire tout le monde. » « Pas détruit, fiston. Éduqué. » Boyd s'assit enfin à la tête de la table. « Bon, on dîne. » Le personnel a préparé un excellent repas. Soudain, Trevor se jeta à travers la table, attrapant Boyd par les revers de sa veste. « Espèce de salaud suffisant. Tu crois avoir gagné? Je vais te traîner en justice jusqu'à te ruiner. » Boyd ne s'y a pas. « Avec quel argent, Trevor? Tes comptes ont été gelés ce matin. Le FBI examine actuellement les flux financiers que tu siphonnais depuis les investissements de ma famille. La fraude en valeurs mobilières entraîne de lourdes peines. » Comme s'il avait donné un signal, les portes de la salle s'ouvrirent. Deux hommes en costume entrèrent, badge en main. « Trevor Wilson? Nous aimerions vous poser quelques questions sur les activités financières de Porter Design. » Le timing était parfait. Boyd avait organisé l'arrivée de la division financière du FBI à cet instant précis, grâce aux preuves que Vince avait transmises anonymement plusieurs semaines plus tôt. Tandis que Trevor était escorté hors de la pièce, Denise se tourna vers Boyd, les larmes traçant des sillons furieux sur ses joues. « Tu avais tout planifié, tu as piégé Trevor pour qu'il serve de bouc émissaire. » Trevor s'est piégé lui-même, en volant une entreprise financée par ma famille, corrigea Boyd. Je me suis simplement assuré que ces crimes soient découverts. Il regarda autour de la table, vers sa famille brisée. Vous avez tous fait des choix. Vous avez préféré les larmes manipulatrices de Denise à la loyauté envers votre propre sang. Vous avez cru les promesses lisses d'un escroc plutôt qu'une vie entière de confiance. Désormais, vous vivrez avec les conséquences. Liam se leva, son visage juvénile déformé par l'angoisse. Papa,
Je t'en prie, quoi qu'ils aient fait, ça reste la famille. On peut réparer ça. Boyd observa son fils, le seul dans la pièce pour qui il ressentait encore une étincelle d'affection. Certaines trahisons sont irréparables, Liam. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. Il appuya de nouveau sur sa télécommande, les serrures de tout le manoir se désengagèrent dans un doux clic. Vous êtes tous libres de partir. Les documents légaux décrivant vos nouvelles réalités financières ont été envoyés à vos adresses e-mail respectives. Je vous conseille de consulter un avocat. Mais Patrice, elle me représente. Alors que sa famille abasourdie quittait la pièce, Dorothy s'arrêta près de Boyd. Sa main tremblait en frôlant son visage. Je t'ai échoué, en tant que mère. Je le vois maintenant. Un instant, Boyd sentit sa résolution vaciller. Puis il se souvint de ce Thanksgiving sans lui, de sa famille riant avec sa femme et son amant, pendant qu'il mangeait seul. Oui, répondit-il simplement. Tu m'as échoué. Seul, dans la salle de bal ornée, Boyd se permit enfin un moment de satisfaction. La phase 3 était achevée. Ses traîtres avaient été exposés, punis. Mais sa revanche n'était pas encore terminée. Il restait à s'assurer qu'aucun d'eux ne puisse jamais se relever de cette nuit. Il sortit son téléphone et passa un appel. Vince? Exécute le protocole final. À travers la ville, des interrupteurs numériques s'activèrent, libérant des paquets d'informations soigneusement préparés vers des journalistes, des associés commerciaux et des comptes sur les réseaux sociaux. Au matin, l'humiliation publique de la famille Callahan serait complète. Et à retourner ma famille contre moi, répondit Boyd sans émotion, considère ceci, dit-elle, elle pourrait faire face à des accusations de complicité dans les crimes financiers de Trevor. La menace voilée suspendue entre eux, les deux hommes savaient que Boyd possédait les preuves pour potentiellement impliquer Denise dans les manigances de Trevor, s'il choisissait de les partager avec le FBI. Max avala son verre d'une traite. Je transmettrai tes conditions, mais comprends ceci, Boyd, tu as gagné la bataille, mais à quel prix? Quand tu seras vieux et seul, souviens-toi que c'était ton choix. Boyd le regarda partir, indifférent à l'avertissement. La solitude était préférable à la trahison. Il avait déjà vécu la pire des abandons. Rien ne pouvait plus le blesser maintenant. Plus tard dans la soirée, Boyd reçut un appel inattendu de sa mère. Boyd. La voix de Dorothy semblait faible, vieillie au-delà de ses années. J'ai besoin de te voir. Je suis occupé, maman, répondit-il froidement. S'il te plaît, je ne demande pas de pardon ni même de compréhension, mais il y a des choses que j'ai besoin de te dire en face à face. Des choses que tu mérites d'entendre. Contre son meilleur jugement, Boyd accepta de la voir le lendemain matin. La maison élégante de Dorothy à Brooklyn, autrefois centre des réunions de la famille Callahan, semblait maintenant un mausolée. Les rideaux étaient tirés, laissant les pièces dans l'ombre. Dorothy elle-même semblait diminuer, son apparence habituellement parfaite remplacée par une blouse froissée et des cheveux non coiffés. Tu as l'air terrible, observa Boyd brutalement. Je n'ai pas dormi, admit-elle en le conduisant au salon. La culpabilité est un traitement efficace contre l'insomnie. Ils s'assirent en face l'un de l'autre, mal à l'aise. Boyd remarqua ses mains tremblantes. J'ai parlé avec Maxine Duval hier, dit Dorothy enfin. Boyd haussa un sourcil. Maxine avait été l'avocate de divorce de Denise. Pourquoi, demanda-t-il. J'avais besoin de conseils juridiques concernant ma situation. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Dorothy soutint le regard de Boyd. Elle m'a dit que Denise voulait au départ un règlement équitable, avec des biens partagés et une garde partagée. C'était Trevor qui l'a poussé à chercher des dommages maximum. Boyd ricana. Et tu crois ça? Denise aurait pu choisir autrement à n'importe quel moment. Oui, elle aurait pu. Nous aurions tous pu, dit Dorothy d'une voix plus forte. Je n'excuse pas ce que nous avons tous fait, Boyd. J'essaie juste de comprendre comment j'ai pu échouer aussi complètement en tant que mère en croyant les mensonges de Denise, en accueillant son amant dans notre famille, en changeant ton testament pour favoriser la femme qui a détruit le mariage de ton fils. Dorothy hocha la tête, acceptant chaque accusation. Oui, tout ça.
Mais ma plus grande erreur a été d'oublier qui tu es, qui tu as toujours été. Tu as construit ton entreprise à partir de rien. Tu as soutenu cette famille à travers chaque crise. Tu as rénové cette maison quand nous ne pouvions pas nous permettre les réparations. Des larmes glissèrent sur ses joues. Comment ai-je pu oublier tout ça pour un conseiller financier lisse qui est apparu de nulle part? Quelle sorte de mère trahit son propre fils? La douleur brute dans sa voix perça l'armure soigneusement construite de Boyd. Un instant, il ne vit plus sa traîtresse, mais sa mère, la femme qu'il avait soignée lors de maladies d'enfance, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Le moment passa. Boyd durcit son cœur contre ses larmes. Cela n'a plus d'importance. Ce qui est fait est fait. Me pardonneras-tu un jour? Demanda Dorothy doucement. Boyd se leva pour partir. Non, maman. Je ne pardonne pas. La confiance, une fois brisée, ne peut pas être réparée. Tu as choisi Denise à ma place. Maintenant, tu n'auras ni l'un ni l'autre. En marchant vers la porte, Dorothy appela après lui. J'ai toujours été fière de toi, Boyd. Même maintenant, quand tu nous punis tous, je reconnais ta brillance. Tu es exactement comme ton père, imparable lorsqu'on te fait du tort. Boyd s'arrêta mais ne se tourna pas. Son père était mort depuis 20 ans, mais la comparaison le toucha. Malcolm Callahan avait été un homme dur, exigeant la perfection et inflexible face à la trahison. Boyd avait passé sa vie à essayer de ne pas devenir son père. Pourtant, le voici, détruisant systématiquement sa famille pour la vengeance. Pendant un instant, le doute obscurcit sa détermination, puis il se souvint du dîner de Thanksgiving sans lui, la famille rassemblée autour de Trevor et Denise, tandis qu'il était seul dans son appartement vide. « Adieu, mère, dit-il froidement et ferma la porte derrière lui. Chapitre 8, Terre brûlée. 3 semaines après la révélation du dîner, Boyd était assis dans le bureau de Trish, révisant des documents. Les retombées de sa vengeance avaient dépassé ses attentes. Trevor restait en détention fédérale, refusé sous caution pour risque de fuite. La société d'architecture de Neil avait racheté ses parts à une fraction de leur valeur pour le retirer de l'association. Fiona avait été obligée de mettre en vente sa maison de Beacon Hill pour couvrir les pertes d'investissement. L'avocate de Denise a accepté tes conditions, informa Trish en faisant glisser un accord signé sur son bureau. Stipend mensuel en échange de la relocalisation et d'une non-communication avec tes membres de famille. Boyd acquiesça. Où part-elle? Chicago, près de son frère. L'accord spécifie qu'elle doit rester à au moins 500 mètres de Boston et de la maison de Brooklyn. Elle a signé ses parts, c'est maintenant entièrement à toi. Boyd ne ressentit rien en révisant les documents. Pas de triomphe, pas de satisfaction, pas même de colère. Juste du vide. Et les enfants? Demanda Trish prudemment. Qu'en est-il d'eux? Liam est en dernière année de lycée. Amber a 16 ans. Leurs vies ont été complètement bouleversées. Leur as-tu parlé? Boyd serra la mâchoire. Liam m'envoie des textos de temps en temps. Amber ne m'a pas contacté depuis notre dernière confrontation. Trish se pencha en avant, son détachement professionnel laissant place à une réelle inquiétude. Boyd, j'ai été ton avocate et ton ami pendant 20 ans. J'ai soutenu ton droit légal à récupérer ce qui t'avait été pris, mais les enfants sont des victimes innocentes dans tout ça. Personne n'est innocent, répondit Boyd de manière froide. Ils ont choisi leur camp aussi. Ce sont des ados qui croient leur mère. Ce n'est pas un crime capital. Boyd rassembla les documents dans sa mallette. Sommes-nous finis ici? Trish soupira. Légalement, oui. Mais Boyd, quand ta vengeance sera terminée et que tous ceux qui t'ont fait du tort auront été punis, que restera-t-il? La question suivit Boyd lorsqu'il se dirigea vers sa nouvelle acquisition, la maison de Brooklyn, où il avait élevé sa famille. Se tenant dans l'entrée vide, des souvenirs l'assaillirent de chaque coin, Liam faisant ses premiers pas sur le parquet poli, Amber glissant sur la rampe malgré les avertissements répétés, Denise décorant le grand sapin de Noël qui se trouvait toujours dans la fenêtre avant. Boyd traversa les pièces méthodiquement, notant les réparations nécessaires et les changements qu'il prévoyait de faire. La chambre principale, où Denise l'avait trahi avec Trevor,
serait complètement démolie. Les chambres de ses enfants seraient transformées ensuite pour invités. Chaque trace de la famille qui avait occupé cet espace serait effacée. Dans la chambre d'Amber, des animaux en peluche abandonnés étaient toujours alignés sur le banc de la fenêtre. Un trophée de foire scientifique ramassait la poussière sur l'étagère. Sur son tableau d'affichage, des photos de famille restaient épinglées à moitié, parmi lesquelles Boyd apprenant à Amber à faire du vélo, les 4 d'entre eux lors d'un voyage de ski à Vermont, Boyd portant Amber sur ses épaules lors d'un match des Red Sox. Pour la première fois depuis avoir exécuté sa vengeance, Boyd sentit quelque chose se briser dans son armure émotionnelle soigneusement construite. Ce n'était pas seulement des souvenirs de son mariage raté, mais des preuves de la vie de ses enfants, des vies désormais endommagées par sa quête de vengeance. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Vince. « Boyd, on a une situation. Neil a tenté de se suicider cette nuit. » Le monde sembla se figer autour de Boyd. Qu'est-ce qu'il en est? Il va survivre. Pilule et alcool. Sa femme l'a trouvé à temps. Il a laissé une note disant qu'il ne pouvait pas affronter l'humiliation de la ruine financière et de la disgrâce professionnelle. Boyd s'assit lourdement sur le lit d'Amber, les animaux en peluche le regardant. « Je vais m'occuper de ça, dit-il. » Mais dans un coin de son esprit, il savait que l'histoire ne se terminerait pas ici. La recherche de la paix intérieure serait un chemin plus long et plus sinueux qu'il ne l'avait imaginé. Et cela a ruiné la vie de tout le monde et c'est ce qui t'a fait décider de vivre avec moi à la place. Boyd demanda, sceptique. Les yeux d'Amber se remplirent de larmes. J'ai décidé ça parce que, malgré tout ce que tu as fait, tu es le seul à avoir été honnête. Maman a menti, grand-mère a menti, tout le monde a menti ou caché des choses ou manipulé la vérité. Tu as été brutal, mais jamais malhonnête. L'évaluation surprit Boyd. Il s'attendait à de nombreuses réactions de ses enfants, peur, colère, ressentiment, mais pas à cette évaluation claire de son caractère. La maison est complètement différente maintenant, avertit-il. J'ai tout rénové, ta chambre n'est plus là. Je sais, Liam me l'a dit. Amber haussait les épaules. Peu importe, c'est toujours ma maison, notre maison. Pour la première fois en moi, Boyd ressentit autre chose que du détachement froid ou de la rage bouillonnante, une petite connexion fragile avec la fille qu'il avait élevée pendant 16 ans. Ce n'était pas du pardon, Amber l'avait bien précisé, mais peut-être de la compréhension. Je réfléchirai, dit-il enfin. Plus tard dans la soirée, Boyd rencontra Vince dans un bar discret du centre-ville pour discuter de la phase finale de son plan de vengeance. Neil est libéré de l'établissement psychiatrique demain, rapporta Vince. La maison de Fiona a été vendue à perte, et Dorothy a des rendez-vous avec 3 avocats spécialisés dans les fiducies et les successions. Boyd acquiesça, assimilant l'information. Et Denise? Les déménageurs arrivent la semaine prochaine, elle a donné la plupart des meubles de l'ancienne maison. Selon la carte de crédit de son frère, elle a réservé un billet aller simple pour Chicago jeudi prochain. Tout se passait exactement comme Boyd l'avait prévu. Ses traîtres avaient été punis, ses biens récupérés, son pouvoir rétabli. Alors pourquoi la victoire avait-elle un goût de cendre? Il y a une chose en plus, dit Vince en glissant un dossier sur la table. Liam a postulé au programme de commerce de Boston College en décision anticipée. Boyd ouvrit le dossier pour trouver la lettre de motivation de son fils. La première page disait, l'héritage de Callahan Builders, pourquoi je veux suivre les pas de mon père. D'où tu tiens ça? Demanda Boyd, la voix soudainement rauque. J'ai des sources au bureau des admissions, répondit Vince. Lis-le, le gamin t'adore malgré tout. Cette nuit-là, seul dans son appartement du centre-ville, Boyd lut la lettre de Liam 3 fois. Son fils écrivait avec éloquence sur son enfance, à regarder son père construire un empire de construction à partir de rien, sur la valeur du travail acharné et de l'intégrité, sur le rêve de reprendre un jour l'entreprise familiale. Mon père m'a appris qu'un homme est aussi bon que sa parole, avait écrit Liam. Que la qualité du travail parle d'elle-même, que la famille est la base sur laquelle tout le reste est construit. Boyd referma le dossier, les mains légèrement tremblantes. La lettre avait été écrite avant la vengeance, avant la destruction systématique de leur famille. Liam écrirait-il les mêmes mots maintenant?
Le lendemain matin, Boyd arriva au bureau de Trish pour la réunion avec l'avocat de Dorothy. Sa mère était assise raide dans une chaise de visiteur, son apparence impeccable, bien que son visage montre de nouvelles rides de fatigue. « Boy », dit-elle d'une voix sèche. « Maman. » Trish et l'avocat de Dorothy, un homme aux cheveux argentés nommé Richard Pembroke, échangèrent un regard inconfortable. « Commençons », suggéra Trish. Madame Callahan a demandé des modifications à la fiducie irrévocable contrôlant ses propriétés. Pembroke toussa. Ma cliente est préoccupée par l'héritage futur de ses petits-enfants. Bien qu'elle accepte les termes concernant l'utilisation à vie de ses propriétés, elle souhaiterait que, après sa mort, la maison au bord du lac passe spécifiquement à Liam et Amber. Boyd écouta impassiblement. C'était le moment qu'il avait planifié, le dernier coup de couteau. Dorothy chérissait la maison au lac depuis des décennies, sachant qu'elle finirait par être héritée par ses petits-enfants, ce qui était son unique consolation dans l'arrangement actuel. « J'ai réfléchi à la demande, dit Boyd, formelle. Ma réponse est non. La fiducie restera exactement telle qu'elle est rédigée. À la mort de Dorothy, toutes les propriétés reviendront sous mon contrôle total, pour être disposées comme je l'entends. » Dorothy ferma brièvement les yeux, absorbant le coup. « C'est donc ta dernière vengeance, me priver de la tranquillité d'esprit au sujet de l'héritage des enfants. Tu allais laisser la maison au lac à Denise, rappela Boyd froidement. Tu l'as choisi plutôt que moi. Les actions ont des conséquences. Oui, elles en ont, acquiesça Dorothy, soudainement regardant Boyd droit dans les yeux. Ton père a appris ça trop tard. Sa vengeance l'a consumé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'amertume. Dans ces derniers jours, il a regretté tout. J'ai gagné la bataille mais perdu mon âme, m'a-t-il dit. C'est ce que tu veux, Boyd, devenir comme lui. La comparaison fit mal. Boyd avait passé sa vie déterminé à ne pas répéter les erreurs de son père, la distance émotionnelle, l'obsession de gagner à tout prix. Pourtant, le voilà, détruisant systématiquement les relations familiales dans sa quête de vengeance parfaite. Un instant, le doute s'insinua. Puis Boyd raffermit sa résolution. La fiducie reste telle qu'elle. Cette réunion est terminée. Alors que Dorothy ramassait son sac pour partir, elle posa une enveloppe sur la table. Liam m'a demandé de te donner ceci. Peu importe ce que tu penses de moi, peu importe la punition que tu comptes encore infliger, souviens-toi que tes enfants méritent mieux que d'hériter de ce cycle de rançéure. Après que tout le monde soit parti, Boyd ouvrit l'enveloppe et trouva une invitation officielle. Le département d'administration des affaires de Boston College vous invite à assister à une réception spéciale honorant les candidats à la décision anticipée et leurs familles. Le 15 décembre à 19 h. Liam avait écrit en bas, « J'aimerais vraiment que tu sois là, papa. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et tout le monde, je suis toujours ton fils. Je veux toujours suivre tes pas. » Boyd s'assit seul dans la salle de conférence de Trish, l'invitation dans une main, l'avertissement de Dorothy concernant son père résonnant dans son esprit. La vengeance parfaite qu'il avait construite était complète. Ses traîtres avaient été punis, ses biens récupérés, son pouvoir rétabli, mais la victoire semblait creuse. Assis dans le sillage de la destruction, Boyd fit face à une vérité inconfortable, il était devenu exactement ce qu'il détestait le plus, son père, dans ses dernières années amères, isolé et craint plutôt qu'aimé. 2 jours plus tard, Boyd arriva seul à la réception de Boston College. La salle élégante était remplie de futurs étudiants et de parents fiers. Boyd repéra immédiatement Liam, debout, vêtu d'un nouveau costume, parlant animément avec un professeur. Liam le remarqua. Et il s'arrêta momentanément avant de traverser la pièce. « Papa, tu es venu, tu m'as invité, dit Boyd simplement. Il se tenait là, maladroit, au milieu de la foule festive. « Tu as décidé pour Amber ?» demanda Liam, enfin. « Elle peut emménager la semaine prochaine, répondit Boyd. J'ai commencé à préparer une chambre pour elle. » Un soulagement traversa le visage de Liam. « Merci, elle a besoin de stabilité en ce moment. » Boyd regarda autour de lui, observant les autres familles, les parents rayonnant de fierté, les frères et sœurs qui se taquinaient entre eux, les dynamiques normales des familles fonctionnelles. Le contraste avec sa propre famille dévastée était frappant.
Est-ce que maman est là? Demanda-t-il en scrutant la foule. Liam secoua la tête. Elle pensait que ce serait trop gênant. Elle part pour Chicago demain. Boyd hocha la tête, réprimant un élan de satisfaction à l'annonce du départ de Denise. Et grand-mère? Elle voulait venir, mais... Liam hésita. Elle ne va pas bien, papa. Le stress de tout ça affecte sa santé. Que Neil reste avec elle pour l'instant. Cette information aurait dû plaire à Boyd, un autre indice que sa vengeance avait porté ses fruits. Mais au lieu de cela, il ressentit un étrange vide, une prise de conscience croissante que sa victoire avait eu un prix trop élevé. J'ai lu ton essai, dit Boyd brusquement. À propos de suivre mes pas. Liam détourna le regard. Je l'ai écrit avant tout ça. Tu le pensais? À propos de vouloir rejoindre l'entreprise un jour. Je le pensais à l'époque, admit Liam. Maintenant, je ne suis pas sûr. Le père dont je parlais croyait avant tout à la famille, l'homme que tu es devenu, il s'arrêta. Les mots frappèrent Boyd avec une force inattendue. Dans sa quête de vengeance contre ceux qu'il avait trahis, il avait trahi ses propres principes, les mêmes valeurs qu'il avait inculquées à ses enfants. Et si? Boyd commença, puis s'arrêta, incertain de la façon de poursuivre. Et si cet homme existait toujours, enterré profondément peut-être, mais pas entièrement disparu? Liam observa son père attentivement. Est-ce que c'est le cas? Parce que l'homme que j'ai vu ces derniers mois est consumé par la vengeance. Il a détruit systématiquement tout le monde qui lui a fait du mal, y compris sa propre mère. Est-ce vraiment l'homme que tu veux qu'on se souvienne de toi? La question flottait entre eux, inconfortablement directe. Avant que Boyd ne puisse répondre, Adam appela l'attention de tout le monde pour commencer le programme officiel. Je devrais rejoindre mon groupe, dit Liam en se tournant. Liam appela Boyd après lui. Je suis fier de toi. Peu importe ce qui arrive avec notre famille, ne doute jamais de cela. Son fils hocha la tête une fois avant de disparaître dans la foule, laissant Boyd seul avec les pensées qu'il avait évitées pendant des mois. Le dimanche suivant, Boyd se rendit à la propriété de sa mère à Brooklyn. Dorothy ouvrit la porte elle-même, surprise sur son visage. « Mon fils, que fais-tu ici? » « Nous devons parler, dit-il simplement. Dans son élégant salon, Boyd refusa les offres de thé ou de café. « Ce ne serait pas une visite sociale. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, commença-t-il, à propos de papa, à propos de devenir lui. » Dorothy attendit silencieusement, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne vais pas changer la fiducie, continua Boyd. Les propriétés restent sous mon contrôle, mais j'ai donné des instructions à Trish pour ajouter une clause stipulant qu'à ta mort, la maison au lac sera partagée également entre Liam et Amber. » Un soulagement adoucit les traits de Dorothy. « Merci Boyd. Je ne le fais pas pour toi, précisa-t-il froidement. Je le fais pour mes enfants. Ils ne devraient pas perdre leur héritage à cause des mauvais jugements de leur grand-mère. » Dorothy accepta la pique sans broncher. « Et qu'en est-il de Neil et Fiona? Ta vengeance contre eux va-t-elle continuer? L'entreprise d'architecture de Neil restera partiellement sous mon contrôle. Les biens immobiliers de Fiona aussi. Je ne vais pas céder l'avantage que j'ai obtenu. Donc, la vengeance continue, dit Dorothy doucement. Ce n'est plus de la vengeance, répondit Boyd. C'est de la protection. Je ne permettrai pas qu'il me trahisse à nouveau. Et moi? Quelle protection as-tu besoin de ta mère vieillissante? Boyd la regarda dans les yeux. Tu as choisi Denise plutôt que moi. Tu étais en train de changer ton testament pour favoriser la femme qui a détruit mon mariage. Une fois la confiance brisée, elle ne peut pas être complètement restaurée. Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes. Il n'y aura donc jamais de pardon, jamais de réconciliation? Non, confirma Boyd sans émotion. Tu as fait ton choix. Voici la conséquence. Alors qu'il se levait pour partir, Dorothy posa une dernière question. Si Liam ou Amber te trahissaient d'une manière ou d'une autre, les couperais-tu complètement, comme tu as fait avec nous? Les punirais-tu aussi sévèrement? La question prit Boyd au dépourvu. Le ferait-il? Pourrait-il appliquer la même norme impitoyable à ses enfants? Ils sont différents, répondit-il enfin. Ils sont mes enfants.
Et moi, je suis ta mère, répondit simplement Dorothy. Et pourtant, nous en sommes là. L'observation suivit Boyd alors qu'il conduisait pour rejoindre Amber à la maison de Brooklyn. Sa fille attendait sur les marches avec une seule valise. « Est-ce tout ce que tu apportes ?» demanda-t-il en l'aidant avec sa valise. « La plupart de mes affaires sont déjà prêtes pour Chicago, expliqua Amber. Maman dit que je peux les envoyer une fois installées. » Boyd la conduisit à travers la maison rénovée, observant sa réaction face au changement dramatique. Amber ne dit rien, prenant en compte les espaces transformés, l'effacement de toute trace de leur ancienne vie familiale. « Ta chambre est à l'étage, lui dit Boyd, première porte à droite. Je l'ai gardée simple pour que tu puisses la décorer comme tu veux. » Amber hocha la tête en silence, montant les escaliers jusqu'à sa nouvelle chambre. L'espace que Boyd avait préparé était en effet simple, murs blancs, mobilier de base, sans les touches personnelles qui avaient rempli sa vieille chambre. « C'est bien, dit-elle d'un ton neutre. Ce n'est qu'une chambre. » Boyd ressentit une pointe de regret pour la première fois. Dans sa détermination à effacer le passé, il avait éliminé la chaleur qui avait autrefois fait de cette maison un foyer. « On peut changer ce que tu n'aimes pas, proposa-t-il. Amber s'assit sur le bord du lit. « Pourquoi tu me laisses vivre ici, papa ? Vraiment. Tu es ma fille et maman est la fille de grand-mère, oncle Neil et son fils. Ça ne t'a pas empêché de les détruire. » Le parallèle avec la question de Dorothy était perturbant. « C'est différent. » Vraiment, défia Amber. Ou est-ce seulement différent parce que je ne t'ai pas encore trahi? Que se passera-t-il quand je te décevrai, papa? Tu vas me renier aussi? Boyd n'eut pas de réponse. La logique impitoyable qu'il avait appliquée à la trahison de sa famille ne pouvait pas résister à la simple question de sa fille adolescente. Cette nuit-là, Boyd resta seul dans son bureau tandis qu'Amber dormait à l'étage. La maison avait un air différent avec la présence de sa fille, moins comme un monument à la vengeance et plus comme un rappel de ce qui avait été perdu. Son téléphone vibra avec un message de Liam. Amber s'est installée. « Ça va? » « Oui, » répondit Boyd. « La chambre doit être réaménagée, mais elle est là. »« Bien. Maman est partie pour Chicago aujourd'hui. Personne ne l'a vue partir. » Cette information aurait dû plaire à Boyd, Denise partait seule, abandonnée par la famille qu'elle avait manipulée. Mais au lieu de cela, il ressentit un vide. « Grand-mère a demandé après toi, » continua Liam. « Elle espère que tu l'appelleras un jour. » Boyd ne répondit pas à cela. Certaines passerelles ne pouvaient pas être reconstruites, certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées. Il avait fait ses choix, tout comme ils avaient fait les leurs. Dans les mois qui suivirent, Boyd maintint sa distance glaciale avec sa mère, son frère et sa sœur. Les structures financières qu'il avait mises en place restaient en place, s'assurant qu'il n'aurait plus jamais les ressources nécessaires pour lui nuire. Le procès de Trevor pour fraude boursière se poursuivit, Boyd fournissant des preuves détaillées à l'accusation. Denise resta à Chicago, recevant sa pension mensuelle en échange de son éloignement de Boston et de la famille Callahan. Amber s'installa progressivement dans la vie avec son père, bien qu'une distance soigneuse demeurât entre eux. Liam rendait régulièrement visite à Boyd durant son premier semestre à Boston College, reconstruisant lentement sa relation avec lui à travers leur intérêt commun pour les affaires de construction. La famille que Boyd avait détruite ne se remit jamais. La table de Thanksgiving l'année suivante comptait des chaises vides où sa mère, son frère et sa sœur s'étaient un jour assis. Boyd organisa un petit dîner pour ses enfants et quelques associés. Personne ne mentionna les membres absents de la famille. Après le départ des invités, Boyd se tint à la fenêtre, regardant la neige commencer à tomber sur la pelouse assombrie. Amber apparut à ses côtés, son reflet dans la vitre affichant une expression au-delà de ses 16 ans. « Ça en valait la peine, papa ?» demanda-t-elle doucement. « Détruire tout le monde qui t'a fait du mal. Être dans le bon, mais seul. » Boyd réfléchit à la question. La trahison avait été réelle, la punition justifiée. Il avait récupéré ce qui lui appartenait et établi des frontières qui ne seraient plus jamais violées. « Oui, » dit-il enfin d'une voix ferme. Je ne pardonne pas la trahison. Je n'oublie pas la déloyauté. C'est qui je suis.
Amber scruta le profil inflexible de son père. Alors je suis désolée pour toi, dit-elle doucement. Parce qu'un jour, tu réaliseras que la vengeance n'en valait pas le prix que tu as payé. Elle le laissa seul, debout à la fenêtre, maître d'un royaume diminué, victorieux mais isolé. Boyd Callahan avait gagné chaque bataille dans sa guerre pour la vengeance. Le prix avait été sa famille, ses liens, peut-être même des parties de son humanité. Mais il était resté fidèle à ses principes. La trahison ne serait jamais pardonnée, la loyauté ne serait jamais prise pour acquise, et les conséquences seraient toujours appliquées. Si cela signifiait faire face à l'avenir seul, à l'exception des relations fragiles avec ses enfants, ainsi soit-il. Certains prix valaient la peine d'être payés, certaines leçons devaient être apprises, et certains hommes, comme Boyd Callahan, préféraient se tenir seuls plutôt que de faire confiance à nouveau. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant le jardin d'un manteau blanc et propre, ensevelissant le passé sous son poids silencieux. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de votre temps. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous retrouverai. Sure. These boots will protect me. Oh, you know what I need? I need food. Speedrun Nether? I'll win my bet. Hell yeah. Yeah, dude, you're gonna get all your fucking coins back. No problem, bro. So we do need some people to bet against me. Okay. Okay. Hold on. It's a lot of lava. Hey, there we go. Deity, welcome back, man. I am having a wonderful evening. Are you having a wonderful evening? I will give it another diamond in 18 minutes if you moan. Do I need to moan now or in 18 minutes? Do I have a second to think about it? My nuggies are ready. Okay. Ten more iron, that's good, that's good. Whatever, okay. Well, I'm probably gonna moan at some point here. Damn, we were so close to death there. The unnamed was quick with it, bro. Okay, I have not forgotten about that diamond vein. I just... Hey! Who's that? Who's that? Jug Juno. I'm just gonna call you Jug Juno. Jagon? What's up? Welcome. Thank you for the follow. Appreciate it. I can't read. Appreciate that follow. Welcome on in. By the way, guys, the bets are still open if I'm making it to the nether. You can do exclamation point bet, yes or no, and then the amount you wish to wager. Yes if you think I will make it to the nether, no if you think I won't. You can decide if you are with me or against me. Okay, we got enough for this. Alright, I'm ready to go after those diamonds now. I don't know if those skeletons are still here.
Okay, looks like no, but there's still bad guys. Yo, that bat just took an arrow. Get down, Mr. President! Ouch. Ouch. Okay, you need to go. Ouch. Okay. Ouch. Where did that arrow come from? Okay, I'm alright, I'm alright. I'm locking in. Woohoo! Was that a moan? I think that might have been a moan. Can't see shit. Okay. Heal! I know. Oh, I should probably heal more. If you don't mind me asking, how long have you been playing? Like, today or in general?